Bonjour Grégoire. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter auprès des lecteurs de Planète BD? Alors bonjour, je m'appelle Grégoire Carle, je suis né le 14 juillet 1984. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon deuxième album chez Air Libre, Le Lierre et l'Araignée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse de l'album? Alors, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai commencé le travail d'écriture lors du premier confinement de mars 2020. Ça a été une écriture assez compliquée parce que j'ai eu besoin d'aller consulter pas mal de documents dans des archives, les archives civiles, militaires, des archives privées, des familles. Et donc les confinements en fait m'ont compliqué la tâche considérablement et dès qu'on se libérait, j'allais vite fouiner partout où je pouvais et dès qu'on était de nouveau enfermé, j'allais gratter, j'allais écrire tout ça pour compiler un petit peu toute cette somme d'informations. Donc, c'est un livre qui m'a mis 2 ans à peu près, oui j'ai à peu près mis 2 ans pour écrire le scénario, pour le terminer et 4 ans en totalité avec les dessins. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la finalité, quel était l'objectif pour toi de cet album? Alors, donc il s'agit de l'histoire de mon grand-père et de sa bande d'amis qui ont fondé en Alsace, annexé par le Troisième Reich, un réseau de résistance qui s'appelle La Feuille de Lierre. C'est une histoire familiale et je ne dirais pas que c'était pas un secret, mais mon grand-père n'a jamais fait l'éloge, ni n'a jamais vraiment étalé quoi que ce soit de son passé pendant l'occupation allemande. Pourtant, il a fait preuve, je pense, de beaucoup de courage. Et moi, mon travail, ça a été d'aller chercher ce qui s'est passé, de comprendre certaines choses, de comprendre peut-être des atavismes familiaux, de réussir à comprendre aussi ce qui s'est passé dans l'histoire de ma région. Donc il y a finalement ce travail d'écriture s'est transformé en une espèce de forme de quête, un peu une quête mémorielle et identitaire. Ce qui frappe dans l'album, c'est cette opposition, alors pas dichotomie, mais si on peut dire cette dichotomie entre la dimension de la nature et la dimension de la guerre, qui est un peu la nature humaine, qui Ouais. Eh bien, en fait, quand mon grand-père revenait nous voir, nous rendre visite avec mes grands-parents, ma grand-mère aussi, on se promenait dans la nature ensemble et les rares confidences auxquelles il pouvait se livrer, c'était dans ces moments-là un petit peu de relâchement, dans un écrin de verdure. Et donc il y a quelques petits passages où je me mets en scène avec mon grand-père parce qu'il s'agit de filiation aussi, de transmission dans ce livre. Et donc c'est dans ces endroits-là. Et il se trouve aussi que la nature, la forêt, a une grande part puisque c'était le repère de la feuille de lierre, que ces ados se cachaient dans la forêt. Ils cachaient leurs armes, ils stockaient toutes les armes qu'ils trouvaient. Et donc c'était un écrin, un cocon protecteur pour la feuille de lierre, cette nature aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont la transmission se faisait avec ton grand-père sur cette période-là? Oui. Eh bien, plutôt sur son absence du coup, puisque c'est un des sujets du livre. Mon grand-père n'a pas dit grand-chose et il est mort quand moi j'avais 23 ans. Finalement, pendant ces 23 années-là, ces rares confidences tournaient en boucle. C'était à peu près toujours les mêmes anecdotes finalement, plutôt superficielles en général. Et je sais que sur les passages les plus durs du livre, c'est-à-dire sur son internement au camp de Schirmeck, quand ils se sont fait rafler par la Gestapo, tout ce passage-là est une reconstitution d'après des témoignages extérieurs parce que mon grand-père a toujours refusé de parler, à part une anecdote qui est dans le livre, mais il a fallu vraiment tout reconstituer. Voilà. Et je ne me rappelle plus de la question, en fait je crois que j'ai digressé. Alors, comment s'est passée la transmission? Et donc la transmission, je suis parti, c'est-à-dire que les rares confidences de mon grand-père m'ont servi en fait de fondation sur lesquelles j'ai pu ensuite cristalliser mes recherches pour me donner des axes de recherche ensuite quand je suis allé dans les archives civiles, militaires et familiales des descendants des membres du groupe de résistants. Donc il y a quand même beaucoup de mon grand-père dans ce livre finalement, mais ça s'est fait de manière un peu sinueuse. Voilà.
pourquoi c'était important pour toi de traduire toute cette histoire familiale dans un livre? Alors parce que pour moi ça a toujours été un grand regret de ne pas avoir pu collecter la parole de mon grand-père. Et moi j'ai passé mon diplôme des arts décoratifs de Strasbourg et je voyais à ce moment-là, dans ces derniers mois de printemps 2007, je voyais la santé de mon grand-père vraiment décliner très rapidement. J'avais acheté un petit dictaphone et je me dis il faut vraiment que j'aille le voir et que je collecte en fait son histoire, que je garde une trace pour quelque chose. J'étais beaucoup trop jeune à l'époque pour pouvoir imaginer en faire quelque chose, mais au moins l'avoir et peut-être un jour en faire quelque chose ou pas, je ne savais pas. Et malheureusement mon grand-père est mort juste avant. Il est mort 3 semaines avant que je passe mon diplôme et pour moi ça a été vraiment un grand regret et pendant toutes ces années j'y repensais très régulièrement. Et il s'est passé que pendant les confinements, avec le Covid, à un moment où c'est un moment de flottement, le temps s'arrête, je me suis dit est-ce que j'essaierais pas de voir ce que je peux faire là maintenant, dans cette période de temps suspendu, est-ce que je peux chercher et trouver des choses. Et forcément, quand tu commences à gratter, à chercher, tu trouves toujours des choses. À l'époque, j'étais très loin de penser que j'aurais la matière pour faire un livre de 200 pages. Voilà. Graphiquement, qu'est-ce que tu as voulu exprimer par ton trait? Alors, pour moi, il y a 2 choses. Il y a le trait et la couleur qui se complètent et qui se construisent de manière concomitante. Mais ils sont assez contrastés pour moi. Le trait, en général, je le veux assez incisif parce que ça traduit aussi mon humeur, ça traduit j'aime les traits qui sont dans l'énergie de la gestuelle beaucoup, qui permettent de transmettre aussi déjà une information rien que dans leur facture, rien que dans leur esthétique. Et à côté de ça, la couleur a un côté beaucoup plus doux et apaisant qui vient un peu lisser des fois le côté plus nerveux du trait. Et les deux donc se construisent petit à petit et finalement cette couleur m'a permis de de prendre en charge pas mal d'informations et donc de laisser respirer un peu plus le trait, voilà, de décharger une partie du travail du trait. Et c'est des couleurs assez pastel parce que le livre est quand même conséquent, il y a 200 pages. Et il y a beaucoup de séquences différentes dans des temporalités, des lieux, des saisons différentes. Et du coup, je voulais une gamme quand même à la fois large, mais douce, qui permette de garder une continuité et de pas donner le tournis au lecteur aussi en tournant les pages, quoi. Voilà, pour qu'il y ait une unité aussi visuelle sur le livre, malgré la polyrythmie, la polyphonie et la polytemporalité du récit, quoi. Et aussi le dessin. C'est quelque chose qui a été important pour moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que ça a été un refuge aussi, ça a été un peu la soupape pour moi de décompression parce qu'il y a des passages très violents dans le livre, il y a une charge émotionnelle très intense pour moi dans ce livre en parlant du passé vraiment. Enfin, j'ai découvert à quel point finalement l'histoire de mon grand-père était violente et celle de ses compagnons et le dessin ça a été un espace aussi pour moi un petit peu pour lâcher un peu la pression et m'immerger dans cette nature aussi. Une autre question pour créer cette atmosphère-là. Oui. Quelles ont été tes inspirations cinématographiques par exemple? Ouais. Alors cinématographique, tu vois, moi j'aime beaucoup. C'est un peu une espèce de cinéma aquatique, je dirais, tu vois, par exemple, Tarkovsky, tu vois. Dans ces films, ça ruisselle de partout tout le temps et j'adore. En fait, c'est poétique, c'est assez un langage visuel qui mêle le récit et l'image. Alors, toute proportion gardée, évidemment, je ne me réclame pas de ce génie, mais c'est un petit peu à mon échelle, moi, ce que j'essaye de créer. C'est-à-dire un langage où le dessin et le texte viennent vraiment ensemble créer une atmosphère, créer un récit complexe sur plusieurs niveaux de lecture. Et voilà, donc si je devais citer qu'une influence cinématographique, c'est peut-être pas hyper original, mais ce serait Tarkovsky. Ouais. Une autre question, c'est des projets, j'imagine? Oui, bien sûr, ouais. Pour la suite. Alors là, mon projet
L'immédiat, c'est de faire plutôt des petits livres, des petits projets, des commandes. Parce que là, j'ai travaillé 4 ans sur le même projet. Mon cerveau a besoin d'avoir des petites, de se diversifier dans des choses beaucoup plus tenues et sur une temporalité beaucoup plus restreinte, quoi. Et sinon, oui, j'ai des envies d'albums assez conséquentes aussi, mais pour l'instant, je les mets de côté. J'ai besoin un peu de reprendre mon souffle avant de me replonger dans un gros livre. Ouais. La dernière question, c'est la question Planète BD. Si Ouais. tu avais le pouvoir cosmique d'entrer dans la tête d'un auteur de bande dessinée, Ah ouais. ce serait qui et pour y trouver quoi? Ah non, je voudrais pas. Ah non, si je pouvais avoir ce pouvoir-là, je pense pas que je le ferais dans la tête d'un auteur de BD peut-être. Parce que bon, j'en fais beaucoup déjà. J'aimerais plutôt aller chez quelqu'un d'autre, je crois. Chez qui putain, merde, en plus c'est le matin là, j'ai la tête. Je pense que si j'avais un pouvoir cosmique tout court, là, ça serait celui de faire tomber la pluie, je pense, j'aimerais bien ça. Et dans la tête j'aurais bien aimé être dans la tête justement de Tarkovsky, ouais. Mais c'est peut-être un peu pompeux. Je sais pas si je comprendrais. Ouais, de rien, c'est moi.